Bonjour à tous, je suis Lionel Rabier, le président de Voyage d'Exception, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence découverte consacrée à la Patagonie. La Patagonie qui est une des destinations les plus emblématiques de Voyage d'Exception. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Pierre-Jean Furet, qui va faire une conférence sur cette croisière dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais vous dire quelques mots sur Voyage d'Exception et juste vous dire aussi que je suis un petit peu ému parce que ça fait bien presque 2 ans que nous n'avions pas organisé de conférence découverte en live. Et donc, c'est un peu une renaissance pour nous et un format qu'on espère continuer à développer pour les prochaines semaines sur toutes nos offres. En tout cas, je vous remercie à tous qui êtes connectés, hein. Vous êtes très nombreux. Donc, c'est un grand encouragement pour nous pour continuer. Donc, Voyage d'Exception. Alors, si vous êtes ici, je pense que vous nous connaissez bien depuis la création de l'entreprise en 2012. Donc, nous fêtons cette année les 12 ans de Voyage d'Exception qui, comme vous le savez, s'appelait avant Croisière d'Exception. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, nous organisons quasiment une centaine de voyages, près de 70 croisières et une vingtaine de voyages terrestres, et à peu près l'équivalent également en 2025, avec 2500 passagers par an. Et beaucoup d'entre vous êtes venus nous voir chez nous dans nos bureaux à Paris. Nous avons de très jolis bureaux dans le 11e arrondissement. D'ailleurs, je précise que, évidemment, si vous êtes sur Paris ou si vous passez sur Paris, n'hésitez pas à nous voir, on sera très heureux de vous recevoir. Je rappelle très rapidement les différents types de voyages que nous organisons. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, à peu près 80% de notre offre sont des croisières, avec d'abord des voyages qui ont lieu sur des bateaux de grande taille, entre 500 et, on va dire, 2000 cabines, avec des compagnies comme Celebrity, Holland America, qui sont, je dirais, très premium. Et c'est sur ces compagnies qu'on offre des destinations comme la Patagonie, comme le Japon, notamment, comme l'Alaska, comme la Nouvelle-Angleterre. La croisière que Pierre-Jean va vous présenter tout à l'heure fait partie de cette catégorie dite navire de prestige. Mais Voyage d'Exception, c'est également des croisières fluviales, souvent avec des thèmes musicaux ou historiques. Donc vous avez bien sûr les fleuves d'Europe, comme le Danube, le Douro, le Guadalquivir, mais aussi des fleuves plus lointains, comme le Mékong, comme le Laos, comme l'Amazone ou comme d'autres fleuves magnifiques. Nous avons aussi beaucoup développé l'offre de voyages et de croisières sur des petits bateaux, notamment sur une compagnie qui s'appelle Star Clipper. Et donc, nous offrons également des destinations de rêve comme le Costa Rica, les Galapagos et bien d'autres destinations. Et puis, pour terminer, les croisières polaires, les pôles, c'est des voyages d'une vie, le Spitzberg, le Groenland, pour ce qui est de l'Arctique, et évidemment l'Antarctique pour le pôle Sud. Et puis donc, depuis 2020, nous organisons également des voyages terrestres, avec des voyages, je dirais, événements à l'occasion du Réveillon ou à l'occasion de grandes expositions. Nous avons notamment cette année un magnifique Réveillon organisé à Vienne, avec un programme musical avec le voyage, mais nous avons aussi des circuits à Sainte-Hélène, par exemple, pour découvrir les lieux de la fin de vie de Napoléon, ou au Costa Rica avec Sylvain Mahuzier. Enfin voilà, on avait beaucoup de voyages événements comme ça, des échappées musicales dans la ligne de nos croisières musicales. Cette année, nous proposons notamment la Pologne à Leipzig, et puis les trains. Et je sais que vous êtes tous très amoureux des trains, les trains mythiques, avec notamment le African Explorer en Afrique du Sud, en Namibie. Vous avez aussi le Silk Road, route de la soie en Ouzbékistan. Les passagers viennent juste de revenir de ce voyage merveilleux. Et puis, depuis cette année, on propose également un train absolument incroyable en Inde, le Maharaja Express. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu je dirais une vue de nos différents voyages. Vous savez que ce qui fait la différence chez Voyage d'Exception, c'est les conférenciers, c'est les thématiques. Et donc, vous qui êtes amoureux de la culture, nous avons cette année de nombreux voyages à thème autour de l'histoire, en Algérie notamment. Nous avons aussi Stéphane Bern sur le Queen Mary 2, la musique, avec à la fois
des croisières et des circuits, l'art bien sûr, et puis les jardins. C'est une nouvelle thématique depuis l'année dernière, mais qui rencontre beaucoup de succès, avec notamment une croisière sur le Rhin en avril qui permet de découvrir le fameux parc Keukenhof à Amsterdam avec les fameuses tulipes. C'est un voyage merveilleux à faire. Donc les conférenciers, vous allez écouter l'un d'entre eux, Pierre-Jean Furet, dans quelques minutes. En 2025, nous en avons de nouveaux, comme Hubert Védrine, par exemple. C'est une grande fierté pour nous d'avoir Hubert Védrine parmi nous. Stéphane Bern également, toujours sur cette fameuse transatlantique sur le Queen Mary 2 en juin prochain. Nous avons aussi une croisière littéraire avec des grands écrivains comme David Fuenquinos ou Dominique Barberis. Et puis on accueille également Luc Ferry en septembre de l'année prochaine. Donc un vrai panel de conférenciers passionnants, passionnés, et je sais que vous les appréciez énormément. Voyage d'exception, c'est aussi des partenariats avec des marques médias de renom. C'est une grande fierté pour nous. Nous avons chaque année des croisières avec ces marques, avec Paris Match, notamment en Asie très prochainement, avec Rustica, je parlais des croisières jardins également. Et puis avec les autres types que vous voyez ici, comme Géo ou Marianne ou le souvenir napoléonien. Et puis, avant de céder la parole à Pierre-Jean, je voudrais juste dire quelques mots en fait sur notre politique tourisme responsable. C'est un sujet qui nous concerne tous, évidemment. Et je voulais vraiment vous faire savoir que Voyage d'exception était un peu à la pointe sur ce sujet, puisque nous avons été labellisés ATR. Donc ATR, ça veut dire Agir pour un tourisme responsable. En France, nous sommes le seul opérateur de croisière à être ce label et qui démontre les politiques RSE qu'on met en place en interne vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis également de nos clients que vous êtes. On travaille évidemment à réduire notre empreinte carbone en choisissant des prestataires qui font attention, en essayant de réduire nos propres déplacements. On sait bien que le tourisme produit du CO2, mais on essaie d'en limiter les effets. Et puis, c'est vrai qu'on essaie d'investir aussi dans différentes associations, notamment autour de la sauvegarde animale, parce qu'on considère que c'est une cause importante et qu'on ne doit pas oublier. Faut pas toujours, enfin voilà, il n'y a pas que le carbone. Et donc, avant de céder la parole, je voudrais juste dire un dernier mot et remercier quelques personnes qui font partie de notre club 100, le club des clients les plus fidèles de Voyage d'exception. Donc, je tiens vraiment à saluer Monsieur Perruchet, Monsieur Gautan, Monsieur Graff, Monsieur et Madame Créder, ainsi que Monsieur et Madame Poulain, voilà, qui sont parmi nos meilleurs clients, les plus fidèles et qui assistent à cette conférence. Donc voilà, je voulais juste leur dire un mot. Et puis maintenant, avant de céder la parole à Pierre-Jean, juste peut-être un mot pour le présenter, parce que certains ont déjà eu la chance de faire des croisières avec lui, mais d'autres ne le connaissent pas. Et donc Pierre-Jean est diplômé de l'école du Louvre. Il est titulaire également d'un master en histoire de l'art à la Sorbonne. C'est un grand amateur de voyage, un grand spécialiste de l'Amérique du Sud, et pas que. Et je vais maintenant lui laisser la parole et il va vous raconter cette magnifique croisière en Patagonie. Merci beaucoup Lionel, merci beaucoup, ravi de faire votre connaissance. Je suis avec vous donc pour une présentation des croisières patagoniques qui sont organisées par Voyage d'exception et on a beaucoup de chance parce que dans les mois qui viennent, il y a 3 croisières qui sont organisées, une au début du mois de février prochain
du 17 au 6 mars 2025, la seconde du 4 au 21 mars 2025, j'aurai la chance de participer et d'accompagner cette croisière, et la dernière, enfin, du 2 au 19 décembre 2025. 3 dates qui sont réparties dans l'année, mais qui sont groupées dans notre hiver à nous, pour une raison très simple, c'est que notre hiver à nous, dans l'hémisphère nord, c'est l'été austral, c'est le seul moment où on peut se rendre dans cette destination absolument merveilleuse. Alors le plus, la signature de voyage d'exception, c'est un accompagnement intégral depuis Paris, c'est-à-dire que quand vous allez arriver à l'aéroport, à Charles de Gaulle, il y a un accompagnateur français francophone qui va vous donner votre ticket d'avion et qui va vous accompagner pendant toute la durée de votre séjour, qui sera à votre écoute, pour votre confort, pour votre bien-être, pendant toute la durée du séjour, pour répondre également à vos questions. Et il vous accompagnera jusqu'au moment où, 18 jours plus tard, vous reprendrez votre valise sur le convoyeur à Charles de Gaulle. Donc c'est vraiment un accompagnement intégral, de bout en bout, finalement, qui sera fait par les accompagnateurs de voyages d'exception. Et ça, je pense que vraiment, ça vaut la peine d'être souligné. Alors, indépendamment de l'accompagnement francophone, il y a également à terre, toutes les visites sont faites par des guides francophones, des guides qui parlent français et qui du coup vous permettent d'avoir une bien meilleure appréciation des endroits que vous visitez. À bord même, le bateau est un grand bateau, je vais en parler dans une seconde, mais néanmoins, il y a quand même des espaces qui nous sont réservés, et puis vous avez des rendez-vous réguliers qui sont instaurés, au cours desquels vous retrouverez tous les francophones, notamment au cours des fameuses conférences dont Lionel parlait il y a une seconde. C'est vrai que chaque jour, il y a au moins 1 ou 2 rendez-vous dans la salle de conférence où vous retrouvez donc les autres passagers francophones qui font partie du groupe Voyage d'exception et qui assistent donc aux conférences. Alors, je vais vous parler spécifiquement de la croisière du 4 au 21 mars 2025, mais encore une fois, les 2 autres auxquelles je ne participe pas sont assez comparables, sauf qu'elles ont lieu dans le sens inverse. C'est-à-dire que dans la croisière à laquelle je participe en mars, fait le tour de l'Amérique du Sud dans le sens des aiguilles d'une montre, les 2 autres font le tour de l'Amérique du Sud dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais à part ça, les escales sont absolument identiques, le bateau est le même, donc tout ce que je vais vous dire, finalement, vous le retrouverez. Alors le bateau, parlons-en justement. C'est un grand bateau, n'ayons pas peur des mots, mais en même temps, ça n'est pas les mastodontes dont on parle à la radio ou à la télévision, qui sont émetteurs de pollution et qui font peur aux gens parce qu'ils sont interdits dans la plupart des ports aujourd'hui. C'est un bateau de taille moyenne aujourd'hui, si on compare encore une fois au standard habituel des gigantesques mastodontes dont je parlais. Près de 2000 passagers, entre 1500 et 2000 passagers, un navire très confortable de la compagnie Holland America, très bien entretenu, et qui offre vraiment tout le confort possible. Alors voilà une vue un petit peu inquiétante. En réalité, vous allez voir, tout est fait pour le confort des passagers. Alors si Voyage d'exception a choisi ce navire, c'est parce qu'il est équipé de très très nombreux ponts extérieurs. Et vous allez voir, la croisière dont je vais vous parler, il y a beaucoup de jours de navigation, il y a beaucoup de jours où on est en mer. Alors quand je dis en mer, on n'est pas au large, on est près des côtes, on fait du cabotage, on est dans les canaux chiliens. Mais du coup, c'est vraiment très intéressant de rester sur les ponts et de profiter du paysage. À la différence d'une croisière plus traditionnelle où finalement c'est le patrimoine monumental des escales où on va qui est intéressant, là, c'est vraiment l'objectif touristique principal, c'est la nature. Et la nature, on la voit le mieux justement depuis les ponts que je vous montre. Et on a beaucoup de chance parce que le navire sur lequel on va partir est équipé de très très nombreux ponts extérieurs. Toutes les photos que je vous montre, c'est moi qui les ai faites avec mon téléphone portable. Donc vous pouvez très bien faire ces photos vous-même également. Voilà, il y a des ponts extérieurs à l'arrière avec des paysages très spectaculaires comme ceux que vous verrez. Alors les piscines évidemment en Patagonie ne sont pas très fréquentées pour les raisons que vous imaginez, mais ça donne également un excellent point de vue sur le décor environnant. Voilà, dès qu'on arrive dans un endroit un petit peu intéressant, la vitesse chute complètement, le bateau s'arrête pratiquement et puis on peut vraiment prendre des photos de très très près. Sur le bateau que Voyage d'exception vous a réservé, l'avant même du bateau s'ouvre dans les endroits les plus intéressants, le bateau s'arrête pratiquement et le commandant ouvre les portes à l'avant du bateau et on peut aller sur le pont à l'avant. On est donc aux premières loges vraiment pour assister au spectacle de la nature, voir un glacier, voir des mammifères marins, etc. Donc c'est vraiment un grand avantage par rapport à un navire beaucoup plus fermé, duquel on ne pourrait pas avoir une aussi belle vue sur l'environnement. Alors évidemment, il ne fait pas chaud en Patagonie, ça se saurait. Et quand on ira sur les ponts, je vous conseille de prendre votre parka, votre doudoune, un bonnet et une écharpe. Et du coup, quand il fait froid dehors, il faut qu'il fasse bon dedans. Et ce bateau est très confortable, très cosy, avec des fauteuils moelleux. Là, vous avez des chaises longues qui vous permettent d'avoir un joli panorama sur l'extérieur. Et là, c'est vraiment idéal.
avec un café ou un thé, de voir défiler les rives de ces canaux patagoniens depuis ce bateau. Alors le bateau est assez grand et on se dit, mais bon sang, ça va être noir de monde. En fait, non. Il y a énormément de salons. Pratiquement, il y a des salons presque partout sur 2 ponts principaux et vous trouverez très rapidement le salon qui vous convient le mieux, où vous aimez le mieux prendre votre apéritif, où vous retrouverez systématiquement vos amis pour prendre un verre avec eux et discuter de la journée. Indépendamment de ces salons, il y a évidemment une grande salle de spectacle, voilà la salle de spectacle principale, où il y a des spectacles en général de cabaret. Alors même si vous n'êtes pas anglophone, c'est pas très grave, c'est souvent des spectacles de magie, très spectaculaires, des chanteurs, et c'est pas très grave si vous parlez pas l'anglais. Je pense que vous serez fasciné également par ces spectacles qui sont assez des acrobates qui sont assez extraordinaires. Et puis, il y a également des salles de conférences dédiées où vous retrouverez toute l'équipe à des rendez-vous réguliers au cours de la croisière. Voilà la salle de conférence où j'aurai le plaisir d'officier. Donc dans quelques mois, et c'est une salle qui est assez isolée, assez fermée, très confortable également, où on est vraiment entre soi. Il y a un très grand écran, donc vous profiterez à plein des conférences. Et puis on parle beaucoup des conférences et de la culture. Vous avez parfaitement raison, mais en même temps, le bateau c'est aussi du loisir. Et sur ce grand bateau, c'est l'avantage d'un grand bateau. Il n'y a pas ça sur un petit bateau. Il y a une suite thermale, un spa qui est très développé, qui est vraiment comment dire équipé avec les dernières technologies, tout à fait remarquable. Et là, vous avez à gauche, par exemple, la salle de repos, où il y a des chaises longues en pierre dure qui sont chauffées, figurez-vous. Donc vous pouvez regarder le paysage défiler, allongé sur une chaise longue après avoir fait un sauna, par exemple. Donc c'est tout à fait intéressant et appréciable quand on est dans un endroit aussi froid. Et puis, bien entendu, il y a une salle de sport équipée avec les dernières technologies de matériel sportif également. Donc, si vous avez envie de faire un peu de rameur, un peu de course à pied, un peu de jogging ou Dieu sait quoi, vous pouvez très bien venir dans la salle de sport qui est ouverte toute la journée quand on est en mer ou en navigation ou même à terre. Pour terminer, je vous montre le casino à droite. Si vous avez envie de tenter votre chance, c'est le moment ou jamais. Et puis, dans tous les bateaux un peu grands, il y a en général un atrium, c'est-à-dire la place centrale du bateau qui est évidée sur plusieurs ponts avec un escalier un peu spectaculaire. Je vous ai mis celui-là juste en clin d'œil parce qu'en réalité, le bateau dans lequel on va est beaucoup plus discret, beaucoup plus modeste que ça. Néanmoins, il est également très intéressant. Et puis, comme le bateau est grand et comme la Patagonie est un endroit qui est dépourvu de grands ports, parce que c'est vraiment, vous allez voir, on est vraiment au bout du monde. Bien souvent, on met des chaloupes à la mer. Alors voilà une chaloupe du bateau, par exemple, qu'on a mise à l'eau et sur laquelle les passagers font le chemin qui les sépare du bateau, qui est au mouillage, en rade, comme on dit, jusqu'à la terre. Parce que ce petit bateau-là, il a besoin d'un tout petit quai de rien du tout pour permettre aux passagers d'accoster. Donc c'est des rotations de navettes qui permettent aux passagers de quitter le grand navire pour aller ensuite se balader à terre. Alors à terre, parlons-en. Voilà la croisière dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la croisière qui va de Buenos Aires à Santiago du Chili, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais comme je l'ai dit pour tout à l'heure, les 2 autres croisières auxquelles je ne collabore pas font le même circuit exactement, mais dans le sens inverse. Donc tout ce que je vais vous dire, ça marche dans n'importe quel sens. Alors on va arriver à Buenos Aires après un vol qui est assez long, hein, c'est un vol de 13 heures, il ne faut pas se voiler la face, mais c'est un vol de nuit, donc c'est un vol sans souci. En général, c'est un vol direct depuis Paris, donc c'est vraiment un vol assez facile et vous arriverez à Buenos Aires le matin. Si vous avez passé une bonne nuit, vous serez frais et dispo pour attaquer la visite de la ville. Alors, Buenos Aires, on l'appelle le petit Paris de l'Amérique latine parce qu'effectivement, c'est une ville qui a énormément de traits caractéristiques qui rappellent Paris, qui rappellent tout simplement les monuments parisiens, les principaux sites parisiens, et c'est un endroit qui a été extrêmement apprécié par les Américains et les Américains du Nord et les Américains du Sud, justement parce que cette proximité avec l'Europe les rattachait à leurs racines. Voilà l'opéra de Buenos Aires, un opéra tout à fait intéressant. C'est là que Martha Argerich ou Daniel Barenboim, pour les ménomanes, ont fait leurs premières armes, par exemple. Alors, je ne vous montre pas délibérément les sites principaux de Buenos Aires, l'idée étant de vous laisser la surprise, mais soyez sans inquiétude, vous verrez évidemment tous les monuments de Buenos Aires au cours de cette visite. Vous verrez la Casa Rosada, le palais présidentiel, la place de Mai où on défile les fameuses mères et filles de disparus de la place de Mai. Vous verrez la place de l'Obélisque, vous verrez
le quartier de la Boca, le quartier très pittoresque de la Boca, avec notamment des danseurs de tango, je vais en reparler dans une seconde. Vous verrez également le stade de la Bomboniera de la Boca, de l'équipe de foot fétiche de Buenos Aires, qui est la Boca Junior, qui est très importante. Tous ces endroits ont beaucoup de charme. Là, vous voyez un marché, le marché de San Telmo, qui est construit sur les principes de Gustave Eiffel. Vous voyez que, encore une fois, l'influence occidentale française, en tout cas, est très importante dans la région. Et puis, il y a des musées également à Buenos Aires. Alors là, je vous montre le musée d'art précolombien. Vous en verrez d'autres. Si vous ne voyez pas celui-là spécifiquement, vous en verrez d'autres. Vous verrez encore une fois, en quelques heures, en un jour et demi, vous verrez l'essentiel des richesses touristiques de la ville. Et puis, bien entendu, on peut difficilement aller en Argentine et encore moins à Buenos Aires sans parler du tango et sans faire une escale du tango. Et Voyage d'exception vous réserve une soirée tango, figurez-vous, avec un vrai repas argentin qui sera accompagné pour vous de démonstrations de tango sur scène dans un cabaret qui est organisé spécialement pour ça et où vous verrez également d'autres danses folkloriques de l'Argentine. Donc c'est une soirée vraiment formidable à laquelle je vous invite vraiment à assister parce que vous verrez une démonstration de tango, vous dégusterez de la bonne nourriture argentine et puis en plus vous verrez le reste du folklore argentin qui est tout aussi remarquable. Alors après, on arrive à Montevideo, on traverse juste le Rio de la Plata, c'est le petit bras de mer, vous voyez, qui est entre Buenos Aires et Montevideo, et on arrive à Montevideo. Alors Montevideo, c'est la capitale de l'Uruguay, une capitale très dynamique. Ça paraît un peu provincial quand on vient de Buenos Aires, qui est une grande métropole très animée. Néanmoins, c'est une ville qui a, à mon avis, un charme fou, avec énormément de souvenirs également coloniaux, comme le bâtiment que vous avez sous les yeux, Place de la Constitution, avec une vieille ville tout à fait remarquable, avec un petit marché, là aussi construit un peu sur les principes de Gustave Eiffel, hein, avec une charpente en métal et une verrière en verre. Et puis, une ville qui a également beaucoup de caractéristiques coloniales, comme le bâtiment que vous avez à droite, qui est très inspiré de l'architecture européenne. Et puis d'autres plus amusantes également. Il y a les jeunes la jeunesse est très dynamique en Uruguay et les jeunes ont repris beaucoup de commerces anciens qui sont complètement modernisés, mis à la mode, comme la librairie que vous avez à gauche, l'ancienne pharmacie que vous avez au centre qui a été transformée en bistrot, ou le café également à droite qui est une ancienne boucherie transformée en restaurant. Donc une ville vraiment très attachante. Ensuite, on a 2 jours de navigation pour arriver à Port Stanley. 2 jours de navigation en haute mer, dans l'Atlantique. Alors ça peut faire un petit peu peur. Le bateau, vous l'avez vu, c'est un gros bateau. Il a des stabilisateurs, donc en aucun cas vous ne serez dérangé par les mouvements du bateau. Vraiment, c'est vraiment rare. Moi, j'ai fait beaucoup de croisières, honnêtement. C'est rarissime que les passagers soient dérangés par les mouvements du bateau, même quand on est en pleine Atlantique, comme ça va être le cas. 2 jours de bateau, c'est l'occasion de se familiariser avec le navire, justement. C'est le moment de faire la connaissance des autres membres du groupe Voyage d'exception qui voyagent avec vous. C'est l'occasion d'assister aux conférences, d'assister aux réunions d'information. Bref, de prendre votre temps, pourquoi pas de faire un sauna, un spa, pourquoi pas d'aller à la salle de sport et de goûter les différents restaurants du bateau. Et puis on va arriver 2 jours plus tard à Port Stanley, qui est la capitale des îles Malouines. Vous serez accueillis à Port Stanley par les premiers lions de mer qui sont en train de prendre le soleil. Il n'y en a pas énormément dans la région, donc on comprend qu'ils en profitent. Et Port Stanley, évidemment, la capitale des Malouines, qui était très disputée entre les Anglais et les Argentins pendant la guerre des Malouines il y a quelques années. Et les Anglais sont très, soucieux de marquer leur présence dans l'archipel par des symboles qui sont très britanniques, comme le bus impérial londonien ou la cabine de téléphone que vous avez sous les yeux. Alors pour le reste, les Malouines, c'est vraiment l'introduction. On rentre en Patagonie par la grande porte, c'est-à-dire que c'est un univers complètement minéral. Il y a assez peu d'arbres, c'est très venté, il fait assez froid. Il peut faire très beau et la température peut être agréable, mais quand il fait froid, il fait très froid. C'est assez lunaire comme décor. À mon avis, c'est très beau parce que c'est plein de poésie, c'est très sauvage. Et à mon avis, c'est les premiers. C'est tout à fait. Ça annonce vraiment ce que sera la Patagonie. Alors, l'excursion principale quand on est aux îles Malouines, c'est de traverser cette espèce de lande assez lunaire pour arriver de l'autre côté de l'île principale, où se trouve une gigantesque plage. Alors, on voit encore quelques moutons, parce que la laine est une des richesses des îles Malouines aujourd'hui. On arrive à une gigantesque plage où se trouve une roquerie. Donc, c'est un endroit où nichent et où nourrissent
où se nourrissent les manchots. Et par chance, ce sont des manchots empereurs qui vous accueillent donc aux îles Malouines. C'est donc une excellente introduction à la Patagonie où on va aller dans les jours qui viennent. Alors la seconde étape en Patagonie, mais qui est la plus importante en tout cas d'un point de vue, comment dire, au point de vue de l'imaginaire pour les Parisiens, c'est Ushuaia. Non pas tellement parce que ça évoque le gel douche, mais parce que c'est une ville tout à fait phénoménale. Vous voyez elle est construite au bord de l'eau, avec un gigantesque amphithéâtre de montagne à l'arrière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en haut de ma diapo sur la gauche, il y a même un glacier. Donc on est vraiment dans la plaine Patagonie. C'est une ville qui est assez attachante à mon avis. D'abord, c'est la porte d'entrée de l'Antarctique, donc il y a beaucoup de navires de croisière qui partent en Antarctique, qui démarrent d'Ushuaia. Et puis c'est une ville qui est très attachante parce qu'elle est à l'extrémité de la route transaméricaine. La route transaméricaine, elle part de l'Alaska, au nord des États-Unis, et elle traverse toute l'Amérique du nord au sud pour arriver finalement à son point le plus austral, qui est Ushuaia. Donc il y a beaucoup de routards, de sacs à dos, de camping-cars, c'est un peu le terminus en fait de la route panaméricaine à Ushuaia. Alors c'est un peu une ville de trappeurs également. Il y a beaucoup de routards, comme je vous disais, il y a pas mal de bistrots où on peut boire des bières, etc. C'est une ambiance qui est assez agréable. L'excursion principale que vous ferez à Ushuaia, que je vous recommande vraiment de faire, c'est de prendre un petit bateau, beaucoup plus modeste cette fois-ci, pour aller on y est en une demi-heure, à peu près 40 minutes, voir le phare des éclaireurs que vous avez sous les yeux, qui est au milieu du canal de Beagle, car il est environné de rochers sur lesquels on peut voir des éléphants de mer comme ceux que vous avez sous les yeux. Alors là, c'est absolument inouï. Encore une fois, j'ai fait ces photos avec mon appareil, enfin mon téléphone, hein, un simple téléphone ordinaire, et on s'approche tellement près des rochers que les animaux sont pas du tout farouches. Comme ils ne connaissent pas les hommes comme prédateurs, ils sont protégés évidemment, ils sont pas du tout, on peut les approcher très très près, et c'est absolument saisissant. À ma connaissance, on vit dans un monde ultra civilisé et policé, etc. Il n'y a pas d'autres occasions dans la vie où on peut approcher la nature à l'état brut, sauf en Patagonie. Voilà. Alors on va passer la journée entière à Ushuaia et puis après on va aller à un des grands points d'orgue de cette croisière qui est le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est un peu un Graal pour tous les amateurs de voile, tous les voileux, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la navigation. Le Cap Horn, en fait, c'est la partie la plus australe du continent sud-américain. C'est pas vraiment le continent, c'est une île qui est au large du continent sud-américain. C'est l'île de Horn, qui a vaguement une forme de croissant. Sur l'une des extrémités du croissant, on voit cette grande montagne très effrayante. Et on comprend qu'elle a été un point stratégique dans l'histoire parce que c'est par là que passaient tous les navigateurs, tous les bateaux qui voulaient se rendre d'un océan à l'autre, du Pacifique à l'Atlantique ou de l'Atlantique au Pacifique. C'est encore un point très important pour les grands navigateurs autour du monde, le Vendée Globe, etc., le trophée Jules Verne, ils passent tous par ici et passer le Horn, c'est vraiment un moment tout à fait étonnant. Alors, le bateau s'approchera du Horn le plus possible, peut-être ne franchira-t-il pas vraiment le cap, ça va dépendre de la navigation, de la météo, des marées, etc. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je vous cache pas que c'est un endroit qui est assez dangereux et du coup le commandant a avant toute chose le souci de votre sécurité. Néanmoins, si le temps s'y prête, il pourra passer à proximité du rocher, comme c'est le cas ici, et quand il y passe, en général, il fait hurler sa sirène pour rendre hommage aux très nombreux marins qui ont perdu la vie en essayant de franchir ce cap. Et puis s'il fait beau, voilà l'autre côté de cette île en forme de croissant, s'il fait beau, ben, on va pouvoir s'approcher du phare que vous voyez ici sur la presqu'île, voilà un gros plan. En général, le gardien chilien s'empresse de courir à son mât pour faire voguer le drapeau chilien sur l'île de Horn. Donc un moment tout à fait émouvant, à mon avis, que le franchissement du Cap Horn par le bateau. Après, on rentre dans le très long labyrinthe, en quelque sorte, des canaux fuégiens, des canaux de la grande île de Terre de Feu, on les appelle les canaux fuégiens. On est au Chili, et là, on est vraiment dans un spectacle absolument ahurissant où vont se succéder pendant plusieurs jours, en fait, des paysages absolument remarquables avec ou sans glacier. Alors là, imaginez, c'est un glacier qui vient de la cordillère de Darwin, au sommet de l'île principale de Terre de Feu, et qui descend jusque dans la mer. Alors c'est vraiment inouï. Il y a, à mon avis, pas d'autre exemple que en Patagonie, au Groenland peut-être, et en Antarctique, où on peut voir des glaciers comme ça qui descendent jusque dans la mer. Certains s'arrêtent un petit peu avant, et à ce moment, c'est des chutes d'eau absolument phénoménales qui arrivent jusque dans la mer.
Voilà, ça s'appelle l'allée des glaciers. Vous comprenez bien pourquoi. C'est le canal Beagle qui s'appelle également l'allée des glaciers parce qu'on va d'allée en glacier dans une espèce de gigantesque vallée glaciaire comme ça, dont les bords ont été rabotés par un ancien glacier qui a disparu et on navigue dedans. Alors, je vous ai montré des photos par beau temps. Vous allez me dire, mais oui, mais il fait jamais beau dans cette région. Ben, en fait, c'est très variable. Le temps est très, très changeant parce qu'il y a beaucoup de dépressions qui passent sur l'océan Pacifique et qui viennent se fracasser contre la cordillère des Andes. Donc, c'est vrai qu'il pleut pas mal. Mais comme les dépressions sont nombreuses, ben, entre deux dépressions, il y a un rayon de soleil. Ça peut durer quelques minutes, ça peut durer une journée entière. Mais même quand il fait pas beau, le spectacle, comme ici, dans la vallée des glaciers, l'allée des glaciers, pardon, est assez remarquable. Vous voyez encore des glaciers dans le brouillard qui rentre dans l'eau, c'est tout à fait, c'est mystérieux, c'est plein de poésie, c'est tout à fait étonnant. Et là, il faut imaginer, enfin, comment vous dire, c'est un peu à une expérience globale totale que ce voyage vous invite parce que vous verrez tout ça, mais vous allez le ressentir également parce que vous allez sentir le vent qui passe sur la glace, qui vient vous fouetter le visage. Vous allez percevoir le silence également de ces bras de mer. C'est absolument, absolument remarquable. Voilà, encore un autre glacier. Vous en verrez d'autres avant d'arriver à Punta Arenas, qui est la ville principale du détroit de Magellan. C'est une ville qui a été construite à l'époque où, pour éviter le passage très périlleux du Cap Horn, les navires empruntaient plutôt le détroit de Magellan pour se rendre de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Et la ville s'est donc construite pour apporter du secours, des vivres, de l'eau douce aux marins qui passaient d'un océan à l'autre. Donc la ville a grandi de cette façon. Et très rapidement, des colons sont arrivés. Ils ont fait grandir la ville également en constituant de gigantesques domaines agricoles dans l'arrière-pays dans lequel ils faisaient paître leurs moutons. Et la plupart de la richesse de Punta Arenas, les grandes maisons que vous avez sous les yeux, ont été construites non pas par des armateurs, mais par des grands propriétaires terriens des environs. Alors au centre de la place se trouve une statue qui est dédiée à tout seigneur, tout honneur, à Magellan. On le voit qui met son pied sur un canon. Et puis au pied de la statue, il y a El Indio. C'est en fait deux anciens habitants de la Patagonie, les fameux Patagons, des Indiens d'Amérique, des indigènes qui étaient là avant l'arrivée des Occidentaux. Et celui que vous avez à droite s'appelle El Indio et il a le pied très brillant pour une raison très simple, c'est que une légende court selon laquelle si on touche les pieds de l'Indio, on a une chance de revenir à Punta Arenas. Donc vous voyez qu'il y a énormément de gens qui souhaitaient revenir à Punta Arenas parce que la patine du bronze a été mise à nu et on voit le bronze, c'est tout brillant, tout rutilant sous le pied de l'Indio. Alors voilà un hôtel particulier assez étonnant. Il a été construit par une famille d'origine européenne qui a fait sa fortune dans la laine et dans le mouton, mais qui voulait absolument se rappeler ses souvenirs de l'Europe et qui a fait construire une sorte d'hôtel particulier parisien assez invraisemblable. Alors on est dans un endroit vraiment battu par les vents au bout du monde, quoi, au bord du canal du détroit de Magellan, c'est vraiment au bout du monde. Voilà une vue intérieure également qui vous montre à la fois la fortune de ses propriétaires et puis également la nostalgie qu'ils avaient de l'Europe avec ce palais, on peut appeler ça comme ça, complètement à l'autre bout du monde au milieu d'une sauvagerie quasi absolue. Alors évidemment, ils habitaient dans des palais, mais ils voulaient se faire enterrer également dans des palais qui évoquaient l'Europe. Et le cimetière de Punta Arenas est également tout à fait remarquable. Et puis à Punta Arenas, vous irez voir la reconstitution qui a été faite du bateau de Magellan, la Nao Victoria. C'est sur ce petit bateau, cette coque de noix, c'est assez saisissant quand on imagine qu'ils avaient à peine de boussole, pas de cartographie du tout, aucun moyen de calculer la longitude. C'est absolument ahurissant de penser qu'ils ont fait le tour du monde avec un bateau comme celui-là. Ils étaient 5 en fait, 5 bateaux à partir, mais ils n'étaient plus que 3 quand ils sont passés le détroit de Magellan. Le détroit de Magellan, c'est un bras de mer qui est assez de dimensions variables, entre 6 km et 1,5 km. De l'autre côté de l'image que vous avez à gauche, on voit la Terre de Feu qui est de l'autre côté du détroit de Magellan. Et puis on va, après avoir quitté Punta Arenas, on va de nouveau faire de la navigation dans les canaux chiliens cette fois-ci. On va quitter la Terre de Feu et remonter vers le nord dans les canaux chiliens. Et c'est une navigation absolument remarquable à laquelle cette croisière vous invite. D'abord, le paysage est très très changeant. Alors vous allez me dire, mais bon, des fjords, ok, d'accord, mais pas du tout. En fait, à chaque virement de bord, chaque fois que le bateau change de cap, parce qu'il se faufile en fait d'un bras de mer à un autre bras de mer, chaque fois qu'il se faufile là-dedans, le paysage est différent, le paysage change. Je vous ai parlé il y a une seconde
des dépressions océaniques qui balayaient l'océan Pacifique, qui se fracassaient contre la cordillère des Andes. Quand elles arrivent à cet endroit-là, elles se fracassent et elles laissent passer parfois des rayons de soleil absolument étonnants. Et les plus beaux arcs-en-ciel qu'on peut voir, à ma connaissance, c'est ceux qu'on peut voir en Patagonie, justement pour cette raison. La latitude extrême, très australe, donne une clarté à l'air qui est tout à fait remarquable, même quand il fait moche, même quand il fait beau, même quand il fait vilain, pardon. Voilà, encore une fois, des paysages des fjords de Patagonie, ça change tout le temps, la lumière est remarquable à toutes les heures du jour ou de la journée. Je vous invite vraiment à prendre votre doudoune, votre paire de jumelles et rester sur le pont quoi qu'il arrive, parce qu'encore une fois, c'est un spectacle dont on ne se lasse absolument pas. Alors, dans certains endroits, la végétation s'accroche à la moindre anfractuosité, c'est assez étonnant. Voilà, par exemple, des petits arbustes très chétifs qui essayent de s'accrocher dans les arbres. Là, on est dans le fond d'un fjord. Vous voyez qu'il y a des petits glaçons on n'est pas loin d'un glacier, vraisemblablement, des petits glaçons qui ont été émis par le glacier. Et là, il faut imaginer, encore une fois, c'est une expérience totale à laquelle Voyage d'exception vous invite. Vous arrivez peut-être à voir la cascade dans le haut de l'image qui dégringole du sommet de la montagne. Il faut imaginer son bruit. Et puis également le tintement des petits glaçons sur la coque du bateau. Il y a un silence absolu, c'est absolument étonnant. Bon, voilà encore une fois de la végétation un peu robuste qui s'accroche à la moindre anfractuosité des bords du fjord. Et puis des lichens, des mousses comme ici très spectaculaires, vous voyez, une magnifique couleur. Là aussi, on prend ça avec son téléphone portable, hein, c'est vraiment, on peut quasiment le toucher parce que les chenaux qui sont empruntés par le bateau sont assez étroits et on peut vraiment, on passe très très près en fait de tous ces rivages, toutes ces côtes. Bon, voilà encore un fond de fjord qui est barré par un gigantesque glacier qu'on voit très très bien. Alors là également, il faut se représenter qu'il y a un silence absolu. Juste les petits glaçons qui s'entrechoquent contre la coque du bateau, qui avance très 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 lentement, qui va faire un demi-tour sur lui-même. Il faut imaginer le froid qui tombe du glacier, qui passe sur vous, qui vous environne complètement. Donc le silence, le froid, cette vue absolument étonnante, c'est vraiment une expérience, encore une fois, globale à laquelle Voyage d'exception vous invite avec cette croisière en Patagonie. Bon, voilà encore une autre vue. Vous voyez ce bleu assez sensationnel qui est la signature en fait des glaciers qu'on peut voir ici en Patagonie. Alors j'ai parlé beaucoup des côtes de la Patagonie, j'ai parlé beaucoup des fjords de Patagonie, j'ai parlé pas mal des glaciers. Il y a évidemment des animaux qu'on peut voir aussi. Et si on prend ces jumelles, et si on reste sur le pont assez longuement, bien emmitouflé, c'est aussi pour voir des oiseaux ou des mammifères marins. Voilà de l'avifaune, ce sont des cormorans qui se détachent sur un fond de glacier, des cormorans en pleine mer, un albatros à droite, le roi des oiseaux de l'océan austral qu'on voit ici, on en verra plusieurs. Il y a beaucoup d'avifaunes de toutes sortes, des grands labes, des pétrels, des albatros, des cormorans, ils sont très très nombreux. Honnêtement, si vous êtes amateur d'ornithologie, c'est vraiment un paradis pour vous avec, encore une fois, un simple téléphone portable pour faire des photos. On s'approche de rochers comme celui-là, par exemple, qui sont entièrement couverts de colonies d'oiseaux, mais pour les mêmes raisons, comme ils sont pas farouches du tout, parce qu'ils ignorent complètement enfin, ils n'ont rien à redouter de la présence de l'homme, donc ils se laissent faire complètement. Et on peut les approcher, on peut presque les toucher du doigt, c'est tout à fait étonnant. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'autre endroit, à ma connaissance, où dans le monde, on peut approcher à ce point la nature brute et en être bouleversé. On voit encore des oiseaux en vol, en voilà encore. Et puis alors on voit aussi quelques mammifères marins. Alors ça je l'ai fait avec un téléobjectif parce que c'était un petit peu loin. Ce sont deux grands rorquals en train de nager un peu au loin. Celui-là était un petit peu plus près. J'ai une anecdote concernant les grands rorquals. On voit pas de baleines à bosse, pas tellement dans les régions où on voit, mais on voit pas mal de rorquals qui sont des baleines quand même assez impressionnantes. Le bateau était au mouillage à Punta Arenas, la ville que je viens de vous montrer tout à l'heure, dans le détroit de Magellan, et ma fenêtre était ouverte. J'étais en train de travailler et j'ai entendu un souffle comme ça. Je me suis précipité sur mon balcon et il y avait un rorqual qui était passé. Je l'ai vu plonger aussitôt. Je suis rentré dans la cabine prendre le téléphone. C'est trop tard, malheureusement. Mais c'est pour vous dire qu'on peut vraiment voir de très très près cette faune et c'est tout à fait étonnant. J'aurais peut-être dû en parler tout à l'heure, mais je vous invite vraiment, quand vous ferez le choix de votre cabine, à prendre une cabine extérieure plutôt qu'une cabine intérieure, pour les raisons que je vous ai dites, parce que le spectacle est vraiment permanent et tout se passe dehors. Vous avez déjà cassé votre tirelire pour aller en Patagonie, je pense que ça vaut vraiment la peine
de gratter les fonds de tiroir et de prendre une cabine extérieure, idéalement même avec un balcon, pour pouvoir profiter de ce spectacle qui est absolument remarquable. Pris de mon balcon, avec mon téléphone portable encore, des dauphins de commerçants, je vous prie de m'excuser, des dauphins qu'on ne trouve que dans l'océan austral, qui sont noirs et blancs, et qui ont été découverts par le naturaliste Commerson, donc au XVIIIe siècle. Et là aussi, ils sont tout à côté du bateau, hein. J'aurais presque pu les toucher, c'est vraiment inouï. La navigation se poursuit ensuite vers le nord jusqu'à Puerto de Chacabuco. Alors la navigation du côté de l'océan Pacifique, elle est très très tranquille parce qu'on navigue en fait entre les îles et les archipels et la côte du Chili. Donc on est toujours protégé de la houle de l'océan, on est toujours protégé des dépressions dont je vous ai parlé. Il n'y a pas de mer du tout, c'est vraiment de la navigation très touristique. On pourrait être dans un bateau mouche, c'est presque pareil, sauf que le paysage est beaucoup plus beau. Et on va arriver à Puerto de Chacabuco. Puerto de Chacabuco, c'est un petit pays de rien du tout. Il n'y a pas de port. Le bateau mouille dans la rade de Puerto de Chacabuco et on va prendre la petite chaloupe pour descendre à terre. Puerto de Chacabuco, c'est intéressant parce que c'est un port qui a été très utilisé par les cow-boys, les péons, comme on les appelait, qui partaient des archipels chiliens et qui allaient vendre leurs bras auprès des grands propriétaires fonciers qui avaient des grandes haciendas en Argentine. Et Puerto de Chacabuco, avec les cols voisins, était l'endroit pour se rendre commodément du Chili en Argentine. Alors vous irez voir Puerto Aysen qui est à proximité, et là c'est le Far West, quoi. C'est absolument le Far West. On a le sentiment d'être au bout du monde, et c'est un sentiment qui est très justifié, parce qu'effectivement on est très 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 loin de tout. Alors, il y a une excursion qui est très sympa à faire. Vous allez prendre un bus qui va vous conduire justement dans ce col dont je vous ai parlé, qui vous permettra, en venant du Pacifique, d'avoir un aperçu sur la plaine patagonienne argentine qui est de l'autre côté du col. Et c'est tout à fait remarquable. On peut vraiment toucher du doigt, enfin moi j'adore la géographie, vous pourrez toucher du doigt donc cette géographie de l'Amérique du Sud de façon très 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 claire. Et puis la navigation reprend dans les canaux chiliens ensuite jusqu'à Puerto Montt. Alors, je vous ai parlé beaucoup des glaciers, des fjords, des paysages, je vous ai parlé un petit peu des animaux. Il faudrait que je vous parle des ciels maintenant, parce que les ciels en Patagonie n'ont, à mon avis, pas d'équivalent. Probablement parce que la pureté, il n'y a pas de pollution du tout, hein, c'est des pays qui sont vides d'hommes. C'est les pays où la densité d'habitants au kilomètre carré est la plus faible au monde. Donc il n'y a pas de pollution du tout, c'est complètement transparent. D'ailleurs, on respire très bien dans cette région, vous verrez, et tout est absolument intact. Du coup, là, il y a une clarté de l'air qui est remarquable, et les ciels sont absolument phénoménaux. Il suffit d'un tout petit rayon de soleil, des nuages, et tout d'un coup, vous avez un spectacle mais extraordinaire de cinémascope qui s'offre à vous, quelle que soit l'heure du jour ou de la journée. Alors vous allez me dire, des couchers de soleil, on en a déjà vu partout. Oui, vous avez raison, mais ceux-là sont vraiment tout à fait remarquables. J'aime beaucoup cette photo, je l'ai prise, figurez-vous, un soir. À la dernière croisière en Patagonie, tu es en train de dîner en salle à manger et on a de la chance que sur le bateau que Voyage d'Exception a réservé pour vous, il y a des très très grandes baies vitrées partout autour de la salle à manger et on peut donc voir le spectacle environnant. Et j'avais mon téléphone avec moi et j'ai quitté la table pour faire la photo de ce coucher de soleil remarquable. On dirait une tornade rose en train de se coucher sur l'océan Pacifique, c'est tout à fait étonnant. Alors, les couchers de soleil également sont remarquables. Peut-être que vous en avez vu d'aussi beaux en Méditerranée ou dans l'Atlantique, mais quand même là, des comme ça, c'est vraiment tout à fait sensationnel. Celui-là, par exemple, on est dans le détroit de Magellan, le ciel est tout noir et le soleil qui se couche éclaire par en dessous le ciel tout noir. Bon, voilà, je vous en montre encore quelques-uns. Ouvrez vos photos vous-même en y allant. C'est absolument, on ne s'en lasse pas, c'est vraiment remarquable. Et on arrive au terme de notre navigation dans les canaux chiliens à Puerto Montt, qui est un peu la porte de sortie de la Patagonie, parce qu'au-delà, c'est plus la Patagonie, donc c'est un peu la porte d'entrée quand on vient de Santiago et la porte de sortie quand on vient de Buenos Aires. Puerto Montt est une ville importante, c'est la ville la plus importante même de la Patagonie, enfin du sud de l'Amérique du Sud chilienne. C'est une ville importante parce que également c'est une ville qui est commerçante qui permet aux gens qui habitent dans les archipels chiliens ou dans les îles chiliennes de s'approvisionner. Et on a à Puerto Montt, si vous allez dans les boutiques de Puerto Montt, le sentiment vraiment d'être au Far West, encore une fois, parce qu'il y a des boutiques qui vendent des cuisinières à bois, des lampes à pétrole,
des grosses bouilloires. On a l'impression d'être dans un general store du Far West américain au siècle dernier, enfin au 19e siècle. C'est absolument saisissant parce que tout simplement, les habitants qui vivent dans les petites îles reculées de l'archipel chilien, ils n'ont peut-être pas forcément l'électricité ni l'eau courante. Donc il y a cette ambiance très comment dire, extrême qu'on perçoit à Puerto Montt. C'est une très jolie ville. Elle se trouve également sur ce qu'on appelle la région des lacs, qui est la partie où la cordillère des Andes s'est fracturée en différents tronçons qui ont donné naissance à des lacs glaciaires à cet endroit-là. Bon, voilà encore un petit port de Puerto Montt. Vous voyez un dernier éléphant de mer en train de prendre le soleil au-delà de la barque. Et puis on va aller voir donc la région des lacs avec tous les volcans qu'il y a dans la région. Puerto Montt, comme toute la cordillère des Andes, comme pratiquement toute la côte du Pacifique, appartient à ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Donc c'est toute une chaîne de volcans qui part du bas de l'Amérique du Sud et qui va au-delà de l'Alaska, les îles Aléoutiennes, le Japon. Toutes les côtes du Pacifique de l'Extrême-Orient font partie de cet arc sismique très important. Il y a donc beaucoup de volcans également dans la région où on va. Voilà le Osorno, qui évoque, à mon avis, tout à fait le Fujiyama. Alors, il n'y a pas de relation entre les deux, mais si ce n'est simplement un air de famille. Alors, vous verrez dans la région du volcan, Osorno, Calbuco, il y en a plusieurs, vous verrez ces lacs de montagne dont je vous ai parlé, avec une eau transparente, regardez, c'est absolument inouï, et puis des pins tordus qui évoquent également, à mon avis, le Japon. Donc, on est à l'autre bout du monde, et malgré tout, il y a des similitudes, à mon avis, entre ces deux géographies et ces deux géographies physiques. Après Puerto Montt, on aura encore 2 jours de navigation dans le Pacifique. Alors là, cette fois-ci, ce sera le moment d'échanger vos souvenirs avec vos amis. Ce sera le moment de montrer vos photos, d'en acheter d'autres, de faire vos dernières visites sur le bateau, de goûter les derniers restaurants si vous n'y êtes pas allé. Parce que 2 jours plus tard, on va débarquer à San Antonio, qui est d'assister aux dernières conférences, évidemment. San Antonio est le dernier port où nous arriverons et où nous débarquerons. Alors c'est un peu le port de pêche principal de Santiago du Chili. C'est un grand port relativement, avec beaucoup d'activités de pêche. Et là, vous voyez des éléphants de mer et des lions de mer qui sont en train de disputer aux mouettes des parures de poissons qu'on est en train de leur jeter. Alors, il y a un grand marché aux poissons et on peut voir, mais vraiment, ça, encore une fois, je l'ai fait avec mon téléphone portable, on peut voir des lions de mer en train de se batailler avec les mouettes pour chipper des parures de poissons. Et puis, malheureusement, j'ai pas de photo à vous montrer, mais avant d'aller à Santiago, il y a une excursion qui est prévue à Valparaiso. Vous avez beaucoup de chance. C'est une excursion qui n'est pas prévue pour les passagers qui font dans l'autre sens, mais elle est prévue par contre pour ceux qui ont la chance d'arriver à San Antonio et non pas de partir de San Antonio. Valparaiso, c'est une sorte d'amphithéâtre assez escarpé qui ouvre sur la mer et il est entièrement recouvert de petites maisons colorées et il y a des funiculaires pour accéder au sommet des collines, donc qui accèdent à la montagne. C'est un endroit qui est, à mon avis, très remarquable pour, encore une fois, les amateurs de voile, de navigation et de géographie, parce que c'est un endroit qui fait rêver. Valparaiso, c'est le Valparaiso, la vallée du paradis, donc ça fait rêver pour cette raison. À mon avis, c'est peut-être moins intéressant quand on est vraiment un grand amateur, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir que le coup d'œil dont je vous parle. Et puis on va aller à Santiago. Après, on va passer la soirée, la fin de l'après-midi à Santiago. Et là, par contre, on aura 1 journée et demie pour voir l'essentiel de Santiago. Alors, comme à Buenos Aires, je ne vais pas vous montrer ce qu'on va voir à Santiago. Je ne vais pas vous montrer le palais de la Moneda où le président Allende s'est suicidé. Je ne vais pas vous montrer les highlights, les musts de Santiago. Je ne vais pas vous montrer le marché ni quoi que ce soit. Je vous montre juste la place d'Armes avec la cathédrale où vous ferez forcément un arrêt. Je ne vous montre pas non plus la montagne San Cristobal qui donne un excellent point de vue sur la ville. Simplement, gardez en tête qu'à la différence de Buenos Aires, qui est une ville un petit peu nostalgique à mon avis, qui est une ville qui était très prospère, très riche, et qui est un petit peu décrépit maintenant et qui souffre énormément des conditions économiques, c'est assez différent à Santiago, par contre, où on sent vraiment le dynamisme de la population, des jeunes qui bougent vraiment, qui sont extrêmement actifs et qui donnent de la ville une approche très différente. Et puis, vous irez peut-être au musée précolombien, qui est un très beau musée. Si vous n'allez pas dans ce musée-là, vous irez dans un autre. De toute façon, ils sont tous à peu près équivalents. On trouve beaucoup d'antiquités qui viennent de l'île de Pâques dans le musée précolombien de Santiago. Et puis, on a beaucoup de chance parce que
Voyage d'Exception a réservé pour vous un hôtel à Santiago pour passer un très bon hôtel, très confortable. Et juste en face de l'hôtel, figurez-vous, il y a un mall. Et dans le sous-sol du mall, il y a la station de métro qui vous conduira dans le centre-ville de Santiago. Donc là, vous aurez passé 17 jours à vous habituer au genre de vie sud-américain. C'est le moment ou jamais de profiter de la buena onda, c'est comme ça qu'on l'appelle, là-bas, la bonne atmosphère de Santiago, en allant passer une soirée en ville après que vous ayez pris votre repas à l'hôtel. Voilà, c'est sur ce souvenir de Santiago que je vais vous quitter. Avant une dernière vue quand même, avant de quitter l'Amérique du Sud, vous allez prendre l'avion. Et je vous invite, ne vous battez pas, hein, mais autant que possible à avoir un siège près d'un hublot, parce que vous aurez un panorama extraordinaire. Santiago est quasiment au milieu de la cordillère des Andes. Et donc en quittant Santiago, on passe au-dessus de la cordillère des Andes. Et le commandant, systématiquement, dans un sens ou dans un autre, ne manquera pas de vous dire où se trouve l'Aconcagua, qui ne se trouve pas en Patagonie, mais qui est néanmoins le plus haut sommet de la cordillère, 6700 mètres, et c'est un spectacle à soi seul. Voilà. Je vous souhaite un excellent voyage. Merci beaucoup de votre attention. J'étais ravi de partager avec vous ces impressions de Patagonie et j'espère surtout avoir l'occasion de vous revoir sur un prochain voyage de voyage d'exception. Très bonne journée. Ben, merci infiniment, Pierre-Jean, pour cette présentation passionnante. On vient de vivre presque quasiment 45 minutes en Patagonie et voilà, c'est un voyage que moi-même j'ai eu la chance de faire il y a quelques années et quand j'y pense encore aujourd'hui, j'ai des beaux souvenirs qui remontent. Et c'est pour cette raison que chez Voyage d'Exception, eh ben, on est devenu un peu le spécialiste des croisières en Patagonie. Donc, comme vous l'avez lu, on a 3 départs en 2025, en février, en mars et en décembre. Et voilà, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous le savez, pour chaque voyage, nous avons à votre disposition une brochure de 16 pages avec tous les détails. À la fois bien sûr sur le bateau, sur les différents types de cabines, sur l'itinéraire, sur ce qui se passe aussi avant et après la croisière. Hein, comme vous avez pu le comprendre, on organise toujours un pré-séjour avant le départ pour que vous puissiez découvrir la ville d'arrivée et la ville de début de la croisière. C'est très important. Vous aurez aussi des informations d'ailleurs sur les extensions qui sont possibles. Puisque nous pouvons vous proposer de continuer le voyage ou de l'entamer par une visite de l'île de Pâques ou des chutes d'Iguassou. Ça dépend évidemment des départs et du sens de la croisière. Donc voilà, toutes ces informations, elles sont dans la brochure. Elles existent sous format informatique. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien que vous allez recevoir ou d'aller sur notre site internet. Vous pouvez également la recevoir en papier. Pour cela, vous nous envoyez un petit email, vous nous appelez et on aura le grand plaisir de vous envoyer ces informations-là. Avant de conclure, je voudrais simplement remercier encore une fois Pierre-Jean pour cette formidable présentation. Vraiment, je le redis, mais on a un peu l'impression de vivre la croisière rien qu'en t'écoutant. Donc merci pour tout ça. Merci pour ton brio et merci pour ta culture. Je pense qu'on va te retrouver très prochainement, début Volontiers. décembre, certainement, pour parler d'une autre destination emblématique de voyage d'exception qui est le Japon. Avec joie. Un pays que tu connais aussi Ouais. dans le détail et qui nous fait tous rêver et qui est aussi une des spécialités de voyage d'exception. Et puis, pour conclure, je remercie aussi ceux qui sont, on va dire, derrière l'écran et qui ont permis d'organiser cette conférence découverte. Il s'agit de Mathieu Ramus et de Perrine Vaccari, voilà, qui nous ont organisé tout ça et je les remercie très sincèrement. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.